justement comment ça se passe dans un atelier craft un petit peu classique, pour que vous compreniez bien justement la différence qu'on peut avoir avec les revues de code et surtout la complémentarité. Évidemment, le but des ateliers craft, c'est absolument pas de remplacer les revues de code. Les revues de code sont quand même assez essentielles dans les différents projets pour s'assurer que le code qui passe en prod est. Ce que je vous montre ici, c'est la plateforme du coup qu'on a développée qui en fait est un support à ce nouveau format d'atelier craft et qui va permettre justement d'animer, de discuter un petit peu en équipe autour de ces ateliers craft. Donc un atelier craft, c'est quoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être un truc où on va donner un nom en fait à un atelier. Un atelier va durer 1 semaine ou 2 semaines. Et là, par exemple, je vais le nommer API et TDD. Donc en général, des équipes font ça sur des sujets spécifiques. Ça va être sur de la sécurité, de la performance, du front, des fichiers Gherkin, du Cypress, n'importe quoi. À partir du moment où c'est du code, en fait, on peut travailler un petit peu là-dessus. Donc derrière, là, je vais en créer un API et TDD. Je vais poser une date de rétrospective dès le début. Je vais dire, on fera la rétro à la fin de la semaine, aussi le mardi 15 décembre. Et donc, on va se réunir pendant 1 heure le 15 décembre et on va pouvoir discuter du coup tous ensemble de ce qui se passe derrière. On va définir une limite du nombre de bonnes pratiques à identifier parce qu'on ne veut pas avoir ce travers qu'il peut y avoir aujourd'hui dans les équipes en fait, qui vont faire justement de la revue de code et qui vont mettre un peu trop de commentaires. Le but ici, c'est de dire chaque personne va identifier 2 ou 3 pratiques maximum, donc celles qui sont les plus importantes pour eux. Et à partir de ces pratiques, on va pouvoir discuter, mais il n'en faut pas trop. Il ne faut pas que ce soit trop long. Donc ensuite, on va choisir un sujet. Le sujet, ça va être quoi? Ça va être des fichiers récents, comme j'ai dit. Donc là, j'ai un fichier de test en JavaScript et un fichier d'API. Ce fichier d'API correspondant, c'est je suis dans le cadre d'un site e-commerce ici, par exemple, et c'est mon panier. En fait. C'est l'API de mon panier. Donc une fois que j'ai créé mon atelier, ce qui va se passer, c'est que chaque développeur dans la semaine va pouvoir aller faire son atelier. Faire son atelier, c'est quoi? En fait, je vais passer ici sur ces fichiers et je vais pouvoir identifier ce qui, pour moi, comme j'ai dit, est plus important. Et dans ce fichier, par exemple, d'API, je vois que le développeur ici, je m'en fiche de savoir qui c'est. Par contre, ce que je vois, c'est que dans cette API, il y a un repository qui a été utilisé. Alors, les repositories, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quelque chose qui nous permet de séparer la base de données du métier. Donc, vraiment, c'est une interface, en fait, avec la base de données. Et ça, c'est quelque chose d'assez cool parce que ça nous permet de ne pas avoir à taper la base de données en dur, on va dire, dans notre API ici. Donc, ce que je peux faire en tant que développeur, c'est que je vais sélectionner, en fait, la ligne qui m'intéresse et je vais avoir, ce qui va apparaître ici, c'est la liste de toutes les pratiques qui ont déjà été définies dans notre équipe. Donc là, j'ai toutes ces pratiques-là qui ont déjà été validées par l'équipe. Et en fait, ici, je vais chercher quelque chose qui s'appellerait user repository. Et ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pratique qui existe qui s'appelle user repository. Donc, j'ai rien sur le repository. Donc, en fait, là, l'avantage, c'est que je sois junior ou senior, ça, il n'y a pas de différence, je peux proposer une pratique. Donc, je peux être stagiaire et arriver dans l'équipe, et en fait, je peux proposer une pratique au même titre que la personne qui a 20 ans d'expérience et qui est dans l'équipe. Pourquoi? Parce que je ne viens pas l'imposer, en fait, je viens juste la proposer. Je vais dire, je trouve que c'est cool d'utiliser un repository. Je vais dire, est-ce que là, c'est un exemple positif ou un exemple négatif, en fait, dans cet exemple-là, dans cette ligne? Dans mon cas, c'est un exemple positif, parce que, visiblement, c'est bien fait. Je suis dans le fichier de l'API, et je vais taper le repository. Donc là, en fait, je viens d'illustrer cette pratique sur le code en disant, mais ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé cool. À côté de ça, évidemment, là, je viens de poser un tag qui est positif. Je peux trouver peut-être des choses qui seraient améliorables. Et ici, par exemple, j'ai un commentaire. Alors, les commentaires, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça fait toujours un petit peu débat. Mais effectivement, la croyance commune, on va dire, en ce moment, et ce qui est poussé dans pas mal de livres, c'est de dire que lorsqu'il y a un commentaire dans le code, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à rendre explicite le code qui était en dessous. Et donc, visiblement, il y avait quelque chose de mieux à faire pour rendre le code vraiment explicite et pour ne pas avoir besoin de ce commentaire. Pourquoi? Parce que les commentaires, souvent, ils ne sont pas mis à jour, ils mentent, etc. Donc, il y a plein de problématiques qui vont arriver là-dessus. Donc, ce que je peux faire de la même manière, c'est cliquer ici et regarder si je n'ai pas des pratiques liées aux commentaires. Et là, j'en ai plusieurs. J'ai éviter les commentaires pour découper du code, éviter le code mort, ça évidemment, et éviter les commentaires qui seraient inutiles. Et dans mon cas ici, c'est un commentaire qui est inutile. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais poser le tag cette fois en négatif, donc en orange. Et quand je pose quelque chose en négatif, évidemment, je peux proposer une correction. Et je peux dire, qu'est-ce que j'aurais fait moi pour améliorer ce code-là? Je ne dis pas que le code, du coup, ne doit pas passer en prod ou pas, parce que vu que c'est un échantillon de notre code, normalement de prod, ce code est déjà plus ou moins en prod. Donc, le but, c'est de se dire plutôt comment est-ce qu'on aurait pu améliorer ce truc-là en termes de qualité pour justement
qu'il y ait moins de bugs et pour pouvoir maintenir plus facilement le code ici. Donc moi, ce que j'aurais fait en tant que développeur, hein, peut-être que vous auriez d'autres suggestions derrière, mais c'est que j'aurais repris le code du commentaire et je m'en serais servi pour créer une variable, chose qu'on a tendance à faire assez rapidement. Hop. Je vais créer une variable, en fait, que je vais mettre juste au-dessus, et ça va me permettre de supprimer le commentaire et, double effet qui se coule, de rendre le code plus explicite. Parce que maintenant, mon if, je ne sais pas trop pourquoi je rentrais dans cette condition. Là, je sais que je rentre dans ce if si j'ai assez de produits dans mon panier. J'ai le still enough product in basket. Donc là, on se rend bien compte que le commentaire, en réalité, ne servait pas à grand-chose. Donc là, je viens enregistrer ma suggestion. Et en fait, ce qui se passe, ce qui est assez marrant, c'est que quand je présente cet exemple à différentes équipes, les gens dans les équipes vont me dire, ben moi, c'est marrant, c'est pas le commentaire qui m'aurait choqué en premier, c'est le fait que Product to Update, il expose sa structure interne, qui ici est Quantity. Et en fait, ce que les gens vont dire, c'est pas à Product to Update d'exposer sa structure interne, et ici de faire la comparaison, etc. C'est une méthode qui est une méthode en fait métier, et c'est le panier qui devrait gérer lui-même ce cas-là. Donc c'est lui qui devrait avoir en fait une sorte de méthode qui serait est-ce que j'ai assez de produits dans mon panier pour faire quelque chose. Et donc là, il y a un vrai souci parce que on est en train de mettre du métier un peu partout en exposant la structure de produits, etc. partout. Et ça, c'est pas terrible. Et ce qui est marrant en fait dans cet exemple, c'est qu'on voit bien que moi, avec mon regard de développeur, le premier truc qui me choque, c'est le commentaire, mais quelqu'un d'autre, en fait, ça va être vraiment la structuration en fait de cette classe, etc. Et c'est là où c'est intéressant, parce que ça veut dire que chaque développeur a un regard différent sur le code. Chaque développeur a des connaissances qui sont différentes, on a fait des écoles qui sont différentes, etc. Donc évidemment, là où c'est le plus intéressant, c'est de pouvoir échanger ensemble sur nos connaissances et capitaliser sur les connaissances de tout le monde au sein de l'équipe et même avec d'autres équipes qui travailleraient plus ou moins pour la même entreprise que nous. Donc là, c'est vraiment le but de ces ateliers, en fait, c'est de se dire, je ne vais pas demander à l'équipe d'aller refactorer ce code-là, parce que bon, le code, il est passé, on ne va pas perdre de temps à aller le retravailler, peut-être qu'on ne va plus y toucher. Par contre, au moins, on doit se mettre d'accord sur comment bien structurer notre code et comment faire du code de qualité. Donc là, en fait, une fois que j'ai terminé de poser mes tags, je vais valider, je vais dire, OK, c'est bon, c'est fini. Donc, c'est quelque chose qui va prendre 5 ou 10 minutes par développeur, qui doit être assez rapide, qu'on va faire pendant la semaine, et qui vient, comme je l'ai dit, donc, en complément des revues de code. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qu'on peut faire directement depuis IDE. C'est-à-dire, ici, je suis en train de travailler sur du code, sur du code Angular, et je vais tomber sur ici un constructeur qui fait pas mal de choses, qui injecte des dépendances, mais qui en même temps fait de l'initialisation de données. Et en fait, en tant que développeur, je vais me dire, bah oui, je sais que l'initialisation, elle devrait plutôt se faire dans le $onInit, parce qu'ici, je suis sur du Angular, etc. Donc là, en fait, ce que je peux faire, c'est directement sélectionner ce code-là et dire, en fait, j'ai mon petit menu ici, Promise, et je vais dire, ça, pour moi, c'est une mauvaise pratique. Et la pratique, ce serait quoi? Je vais la créer, ce serait constructor, je vais y arriver, constructor, should only inject dependent. En gros, les constructeurs ne devraient seulement injecter les dépendances. Ils ne devraient pas faire autre chose. Donc là, ce que je peux faire, en fait, c'est que je vais créer cette pratique, je vais l'envoyer dans mon espace, en fait. Et ça va me permettre, du coup, d'identifier des choses sur du code pendant la semaine, pendant que je suis en train de travailler, et donc de faire remonter, en fait, des choses que j'aurais identifiées sur le projet. Évidemment, parce que je suis dans mon IDE et que je suis sympa, je peux sélectionner ce truc-là et le déplacer. Donc, en fait, je fais la correction de refactoring en direct. Et là, je peux également dire, ce que je viens de faire ici, c'est la correction du tag que j'ai posé avant. Donc, en fait, ça me permet de faire quoi? C'est cette notion d'atelier, c'est de se dire, pendant que je travaille dans la semaine, je peux améliorer du code parce que je vais passer sur du code qui sera améliorable, etc. Donc là, on va rentrer dans la démarche de refactoring dont on parlait au début. Et sauf qu'au lieu de faire du refactoring dans mon coin sans montrer à personne, je vais être capable de notifier ce que j'ai fait. Et à la fin de la semaine, on sera avec toute l'équipe. Mes pratiques, du coup, que j'ai identifiées vont apparaître évidemment ici, dans les ateliers. Et à la fin de la semaine, quand on va démarrer notre rétrospective, là, je vais la lancer maintenant, en fait, à ce moment-là, on va voir ce que tout le monde a identifié dans l'équipe. Et là, on verra que Arthur a identifié cette nouvelle pratique, constructeur should inject dependencies.
Et à ce moment-là, en équipe, on va se dire, ben, est-ce que c'est une pratique qu'il faudrait que je valide ou est-ce que c'est une très mauvaise idée, Arthur, ce que tu as fait, c'est vraiment n'importe quoi et dans ce cas-là, il faudra supprimer. Donc en fait, en équipe, là, on va pouvoir valider la pratique parce que je l'ai juste suggéré. Donc, si tout le monde est d'accord, évidemment, on va la valider. Je vais valider les tags et après, on va passer sur des fichiers qu'on avait sélectionnés au début pour l'atelier. Et ça va nous permettre à ce moment-là de voir les tags de tout le monde. Par exemple, Anne ici qui a dit c'est bien d'utiliser des fixtures spécifiques pour chaque fichier de test, etc. Et en fait, chaque personne qui a posé un tag va pouvoir présenter ce qu'il a proposé et pourquoi est-ce qu'il a identifié que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose. Et évidemment, si jamais on se retrouve à pas être d'accord sur une pratique, on peut lancer ce qu'on appelle une battle, si jamais il y a une personne dans l'équipe, par exemple, qui n'est pas forcément d'accord. Et en fait, les battles, c'est quoi? Je vais retrouver tous les exemples qui ont été identifiés, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, hein, tout ce qui est identifié en positif, négatif et correction, ça vient s'enregistrer. C'est vraiment important de capitaliser sur ça. Et là, en fait, chaque développeur peut dire, là, je vais mettre des arguments, en fait, pour dire si pour moi, c'est une bonne pratique ou une mauvaise pratique. Donc, je peux aller chercher des choses, évidemment, sur différents articles de blog. Et je vais pouvoir voter en disant, oui, pour moi, ça, c'est une bonne pratique, etc. Et ce qui va se passer, c'est que chaque personne va pouvoir voter dans la semaine. Et à la semaine suivante, en fait, la rétrospective va démarrer par les battles de la semaine d'avant. Et on va se dire, cette pratique-là, on n'était pas forcément d'accord. Donc, la question, c'est est-ce qu'on la valide ou pas? Est-ce qu'on valide cette battle ou pas? Et là, même si on a 100% de oui, il y a peut-être quand même quelqu'un qui peut venir et qui va dire, il y a 100% de oui, mais on va quand même le refuser parce que dans notre contexte, il n'est pas applicable. Donc en fait, le pourcentage de vote qui va apparaître ici, il va juste être là pour indiquer ce que pense l'équipe, mais évidemment, derrière, on peut quand même trancher, quand même dire, je la valide ou pas. Et dans mon cas, ici, je peux la valider. Et à la fin de l'atelier, évidemment, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va sélectionner les pratiques qui seraient à retenir. Par exemple, il manquait des cas de tests parce qu'on avait peut-être 100% de couverture de tests, mais tous les tests à la limite n'étaient pas faits. Donc, il n'y avait pas des tests au cas un petit peu extrême, etc. Et ça peut être assez dangereux. Donc, en fait, je vais pouvoir dire, cette pratique-là est importante, celle-là aussi, etc. Donc, vous comprenez, je pense, la complémentarité qu'il y a avec les revues de code. Le but, c'est de fluidifier les revues de code pour sortir toute la partie discussion autour des bonnes pratiques en équipe, la validation, etc. Donc, ce qu'on va retrouver ici, dans la communauté open source, en fait, des personnes peuvent partager des ensembles de pratiques qu'on va pouvoir récupérer, c'est-à-dire je vais prendre des pratiques d'architecture, de HTML, CSS, de test, etc. Si jamais elles m'intéressent, je vais les rajouter chez moi, etc. Donc, le but, en fait, c'est vraiment de se dire, les ateliers craft, pour nous, c'est plus pour définir nos pratiques en équipe, s'assurer que, justement, tout le monde les comprend et tout le monde en a conscience. Et à côté de ça, les revues de code, ça va permettre de voir est-ce que du code doit passer en prod ou pas. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment des vrais problèmes, en fait. Et dans ce cas-là, on va bloquer le passage en prod et la personne va devoir aller faire la correction derrière.